Tout de suite, le bonus de pulsation avec le professeur Jean-Philippe Guyot sur les troubles ORL. Comment s'organise le service que vous pilotez ici? Il est séparé, compartimenté? Alors il est compartimenté en unités. Il y a l'unité d'otologie sous la direction de la doctoresse Cos, qui a aussi la responsabilité du centre roman d'implants cochléaires. L'oreille artificielle, c'est une médecine de pointe. Berne nous en a attribué la responsabilité pour l'ensemble de la Suisse latine. Il y a une unité de rhinologie sous la direction du docteur Landis, qui s'occupe aussi de troubles de l'olfaction et de la gustation. Il y a une unité de chirurgie cervico-faciale sous la direction du professeur Pavel Dulgerov, qui s'occupe pour l'essentiel des pathologies malignes cancéreuses de la sphère ORL. Il y a une unité de phoniatrie placée sous la direction de Igor Leuchter, qui s'occupe des troubles fonctionnels du larynx et de la déglutition. Il y a une unité d'audiologie pédiatrique sous la direction de la doctoresse Kao, qui dépiste les cas de surdité à la naissance et prend en charge les cas de surdité qui doivent être réhabilités par un appareil acoustique. Et puis il est en cours de développement une unité d'ORL pédiatrique avec la doctoresse Kaovan qui aura la tâche de la connaissance des pathologies spécifiques à l'enfant en dehors des pathologies communes, amygdale, végétation, tout à fait maîtrisées par tous les ORL de la ville. Et puis l'oreille, ça n'est pas que l'audition, c'est aussi un organe de l'équilibre. Il y a donc une unité d'autoneurologie dont j'ai la responsabilité et la charge du développement. C'est tous les vertiges liés aux affections de l'oreille interne. Il est nécessaire de compartimenter un service comme le vôtre, que l'on voit en tout cas de l'extérieur comme un seul service? L'ORL est une unité, c'est la sphère de la communication, mais dans chacune de ces disciplines, les problèmes, les méthodes diagnostiques, les méthodes thérapeutiques sont extrêmement différentes. Si vous voyez par exemple une chirurgie de l'oreille, ou bien à l'opposé une chirurgie du cancer, ou une chirurgie par voie endoscopique du nez, vous verrez bien que les instruments utilisés ne sont pas du tout les mêmes, les approches sont complètement différentes. Donc pour maîtriser et développer chacune de ces unités, il est indispensable d'avoir un professionnel à la tête de chacune de ces unités, tout en gardant une unité de pensée, la communication. Vous intervenez sur l'ensemble du parcours de la vie, dès la naissance, et vous accompagnez vos patients jusqu'à la fin de vie. Alors c'est une des particularités de l'ORL. J'en vois encore deux. L'une, c'est effectivement, comme vous le soulignez, de s'occuper autant des enfants. On fait du dépistage de la surdité chez le nouveau-né, donc vraiment dans les premières heures de vie, les gens voient un ORL, jusque chez la personne âgée. Donc on a l'échelle complète des âges. Et puis la deuxième particularité, c'est que nous voyons les patients sur le plan médical, diagnostique et thérapeutique, que ce soit médicamenteux ou chirurgical. Donc c'est vraiment une branche médico-chirurgicale. Au contraire des neurologues qui auraient les neurochirurgiens ou des gastro-entérologues qui auraient les chirurgiens digestifs, nous sommes les chirurgiens de la spécialité. Donc nous voyons l'aspect médical et l'aspect chirurgical. Vous avez le sentiment d'être aussi des saisonniers? Votre activité vit aussi au rythme des saisons? Non, pas vraiment. En réalité, n'est-ce pas, le poids lourd de l'activité, c'est malheureusement la cancérologie, et ça, c'est toute l'année. L'activité de l'ORL courant est assumée par les médecins de la ville pour l'essentiel, alors que cette activité lourde nous est très vite référée parce qu'elle nécessite une infrastructure que seul un hôpital, et si possible un hôpital universitaire, peut offrir. Vous parlez des cancers, principale pathologie lourde que vous suivez ici. D'autres pathologies moins connues existent aussi, moins répandues? Bien, c'est toutes les surdités, mais ça c'est connu. Mais c'est aussi les vertiges, puisque l'oreille est un des organes essentiels à l'équilibre.
Et puis, il y a l'investigation de troubles olfactifs, de troubles gustatifs. Et finalement, l'ORL est une spécialité de 3 sens, l'audition, la gustation, l'olfaction. Et puis, si on attribue au système vestibulaire, c'est-à-dire la fonction de l'équilibre, ce serait le 6e sens. Donc, vous voyez qu'on s'occupe d'organes des sens. Comment vous pouvez expliquer ce que peut vivre un patient qui souffre de troubles olfactifs, par exemple? On a le sentiment que c'est bénin. On peut dire que toutes les affections ORL ont une répercussion dans la communication, dans le social. Le meilleur exemple est facile à comprendre, c'est la personne malentendante qui fait répéter, ça vous énerve. Il y a immédiatement une conséquence, une répercussion dans la communication. Des troubles de l'olfaction aussi finalement, parce que je me souviens d'une personne qui ne sentait plus du tout les odeurs et qui craignait toujours de sentir mauvais. Donc c'était toujours de nouveau cette relation à l'autre. Et elle s'arrosait de parfum, c'était épouvantable. Donc chaque fois qu'on a un trouble ORL, il y a une conséquence relationnelle. C'est toujours des pathologies qui se voient et qui ont une certaine répercussion sur les gens avec lesquels on est en communication. La part psychologique a donc son importance, j'imagine. Elle fait partie intégrante aussi de votre service en direction des patients que vous suivez? Oui, nous sommes très attentifs à cet aspect. Et il y a dans le service une psychologue qui est rattachée au service, à temps partiel certes, mais qui est dans le service, d'une part pour prendre en charge avec nous quelques situations cliniques bien définies, puis d'autre part pour enseigner à nos jeunes médecins les problèmes relativement spécifiques que rencontrent une grande majorité de nos patients dans ces affections chroniques et qui engendrent des problèmes relationnels, communautaires ou de relations, je ne sais pas comment il faut les appeler. Vous devez vous-même d'être à l'écoute de ce qui est dit par vos patients, justement dans cette logique de sphère de la communication et de cette sphère sociale que vous évoquez. Alors c'est ça qui devient très intéressant parce que nous sommes des médecins avant tout. Donc au début, quand on commence sa formation, on est très angoissé de passer à côté d'un diagnostic, on est très attentif à ces aspects-là. Mais une fois que ceci est maîtrisé, ce qui devient intéressant, c'est d'entrer en communication avec le patient, c'est de savoir ce qu'il ressent, c'est de savoir ce qu'il vit, c'est de comprendre, c'est l'empathie qu'on peut avoir, c'est ça qui devient l'aspect humain intéressant. Bien que ce soit une spécialité, il y a une relation avec le patient qui doit s'établir. Pour moi, c'est indispensable à la prise en charge de n'importe quel malade. On parle beaucoup dans de nombreux domaines médicaux de prévention. Que doit-on faire pour conserver sa voix et des fonctions normales du nez, des oreilles et du larynx? Bien là, on est un peu hors de contrôle. On est un peu hors de contrôle. Vous pouvez perdre votre audition sans cause. C'est ce qu'on appelle des surdités brusques. Des gens perdent leur audition dans une oreille en 3 minutes. Cause inconnue. Ça existe? Ça existe. On est hors de contrôle. Bien sûr, à l'opposé, il y a des situations qui peuvent causer un déficit auditif, ce serait l'exposition à trop de bruit ou de recevoir des coups sur la tête, ce que les gens n'apprécient généralement pas d'ailleurs. Mais d'être exposé à trop de bruit est un risque. Les musiciens des orchestres symphoniques souffrent beaucoup plus du bruit que les musiciens qui font de la musique amplifiée, qui généralement voyagent sur la scène, présentent une oreille du côté des haut-parleurs, mais ensuite se retournent et sont un petit peu moins exposés, alors que le violoniste qui est au fond d'une fosse d'orchestre symphonique, qui joue une pièce de Wagner qui dure 4 ou 5 heures, il ne peut pas bouger, puis il a de ce côté les timbales, de ce côté les trompettes, il est obligé de regarder son chef d'orchestre, et ce sont eux qui ont des lésions de l'oreille dues à l'exposition à trop de bruit. Mais en dehors de ça, de cette situation-là, et du tabac, évidemment, et de l'alcool, évidemment, qui serait de la prévention des cancers, limiter la consommation d'alcool et de tabac, mais la plupart de nos affections surviennent sans qu'il y ait de contrôle possible de la part de l'individu, malheureusement.
C'est parce qu'il existe encore beaucoup de secrets et encore beaucoup de mystères que vous avez choisi cette spécialité qui semble, comme vous le dites, être très transversale. Je me souviens que j'étais dans ce bureau chez mon prédécesseur en lui disant « je veux faire de l'ORL parce que c'est une petite branche et je souhaite maîtriser ». Et il souriait. Maintenant, quelqu'un me tiendrait ce discours, j'éclaterais de rire. Je m'étais trompé quand j'étais jeune. Vous aviez choisi L'ORL parce que c'était une branche petite et facilement maîtrisable.